non seulement ici en RDC, il s'attendait, comme mon ami là, je suis un peu d'accord, qu'ils disent, Kabila a dit ça aux Nations Unies. Non, on est là, on est républicain, c'est un débat, quand on parlait de petits, des esprits mesquins, c'est un qualificatif pour dire que le comportement... Mais il faut parler du bilan. Quand vous parlez reconstruction... La reconstruction, mais au jour d'aujourd'hui, moi, peut-être que je peux vous surprendre. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit plus d'une fois. En fait, sur le plan économique et du développement, le bilan positif de Kabila, c'est le fait d'avoir mis dans la tête du Congolais que ce pays pouvait, avec la volonté, démarrer. Voilà sur le plan économique. Au jour d'aujourd'hui, si vous ne m'entendrez jamais dire que sur le plan infrastructure, le Congo est arrivé, au moins c'est que Kabila a mis dans la tête des gens, c'est qu'avec un peu de volonté, on peut amorcer, d'où les travaux qui sont amorcés, qui, au fait, sont, ce sont les signaux pour les esprits apaisés pour dire, ah bon, les choses bougent et on peut aller au-delà. Donc, ce n'est pas encore le point culminant, mais il y a cette volonté. Voilà comment je parle, la vision, la modernité, les 5 chantiers. Je mets ça dans la perspective de mettre dans la tête du Congolais. Mais êtes-vous d'accord avec ceux qui disent, quant à dire une des 5 10 économies qui bougent en Afrique? Pas vrai? Moi, je l'ai dit ici, même le président l'a souligné, mais je vous rappelle, il l'a encore dit aux concertations nationales. Là, on est sur le plan typiquement économique et consort. Mais dans d'autres pays, vous allez voir le même bilan, mais le taux ou le niveau social du citoyen de ces pays est élevé. C'est à cela dont je disais. Donc il y a le caractère un peu macro, mais il faudrait que tous les efforts qui sont fournis puissent être ressentis dans le panier de la ménagère. Et ça, je ne le dirai jamais assez. C'est bien beau de dire macroéconomie, ceci, cela. Donc voilà un peu mon point de vue. Sinon, on va revenir en arrière. Je suis content qu'avec Mohamed, on se soit mis d'accord sur les principes, parce qu'à un moment donné, les grands esprits se rencontrent. Peut-être que la question de la problématique de démarche peut diverger, mais que nous sommes mis d'accord sur les principes. Les principes, c'est que quand on fait un discours à l'ONU, on sait ce qu'on dit. Mais qu'un autre principe veut que ce qu'on dit à l'ONU ressemble un tout petit peu à ce qu'on vit chez soi. Mais moi, je connais que le cadre macroéconomique, moi, personnellement, je dis que, pour moi, je peux ne pas être kabiliste, mais que j'imagine que nous sommes dans les bons. Et ça, je le dis, et je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, quand il m'arrive d'intervenir. Mais que je voulais dire que les fonds, pourquoi on fait la guerre? Pourquoi on fait la paix? Pourquoi on démocratise les institutions? C'est avec une finalité, personne ne me contredira, c'est le bien-être social. Mais le bien-être social se traduit à où? C'est traduit dans le ventre. Et le ventre ici, tu sais, en français, on a mis l'école pour nos enfants, c'est une bonne chose, pas seulement dans le ventre. Tu sais, en français, il y a les figures de style. Quand on dit le ventre, il ne faut pas toujours croire qu'on met du foufou et c'est fini. Non, non. En fait, je suis dans une dynamique d'expliquer les bien-être social. C'est le salaire, c'est l'emploi, c'est la santé communautaire. Et c'est tout ça qui constitue le social. Mohamed vient d'Angleterre. C'est différent du panier de la ménagère, sinon vous enverrez à Bukangalonzo. Vous savez qu'en Angleterre, quand vous êtes malade, même si vous n'avez pas 100 francs, vous allez vous soigner. Vous savez que si vous prenez votre métro, vous quittez Bruxelles, même si vous êtes à Otini, pour arriver en Angleterre, vous n'avez pas besoin de 5 heures. Vous savez qu'il est possible de trouver son emploi quand on a un niveau. Vous savez, dans ces pays, je suis enseignant d'université, le secrétaire général académique Kanya Kangote. On était en discussion avec lui, il m'a dit, Laurent, on n'a pas un pays si on n'a pas un bureau d'études qui regarde la direction du pays. Vous savez combien d'étudiants qui terminent en droit, qui sont déversés chaque année dans les marchés de l'emploi, en dehors de ceux qui le cherchent? Il y en a aussi en France qui n'ont pas d'emploi quand même. Il y en a combien? C'est pourquoi je dis, Mohamed, que nous reconnaissons les efforts. C'est énorme, les efforts. Mais quand à le confronter à la réalité de notre pays, les efforts sont encore minimes. Et c'est justement, et là, je crois qu'on s'est bien entendu, et il y a un problème de timing. Si aujourd'hui, la RDC était à 0, si on est à 2, c'est ce que je disais. C'est beaucoup. C'est que nous devons mettre, et nous, en tant qu'intellectuels, nous devons mettre dans la tête des gens, les gens qui nous suivent, c'est le fait que le Congo d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, mais ce n'est pas celui de lendemain que nous sommes en train. C'est ce que nous sommes en train. Je reviens à la question de la reconstruction. Moi-même, j'ai l'expérience parce que j'ai eu à construire dans ces pays ma modeste et petite maison. Je connais ce que ça veut dire, je connais ce que ça coûte construire une maison. Mohamed, reconstruction. Je ne sais pas, le mot est trop gros. Je voulais commencer par la reconstruction mentale.
Est-ce que vous avez vu les Congolais, vous avez dit vous-même, est-ce que les Congolais est préparé à affronter les défis de ce que nous appelons révolution de la modernité? Momat, quand vous êtes avec votre papier mouchoir dans votre véhicule, vous vous essuyez et vous jetez. Il faut que Kabila quitte les pays. Il y a un ministère pour ça, nouvelle citoyenneté. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne veux pas que nous puissions donner l'impression qu'on est des... J'aimerais vous poser une question. Une question. La reconstruction en termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure. D'accord. Il me rejoint. Ce sont des étrangers qui construisent. Maintenant, il me rejoint. Combien de Congolais ont un capital? Maintenant, vous me rejoignez. S'il vous plaît, mon cher ami, combien, on parle de reconstruction. Est-ce que vous connaissez, il y a combien de kilomètres de route à Kinshasa ou au Congo? Il y en avait combien avant, maintenant il y en a combien? Je dis ceci. Le Congo, on a laissé combien? Non, c'est ça le problème. Non, ce n'est pas ça le problème. Vous êtes juriste, mais un peu penché du côté de la majorité. Non. Moi, j'ai fait des analyses objectives. Faisons des analyses. Je n'ai pas les pas de Mobutu. Vous ne répondez pas de Kabila. Vous tous ne répondez pas à ma question aujourd'hui. Posez la question. Je dis ceci. Je vais vous poser une question. Et pour combien de populations? Les maisons qui sont construites sont des maisons des étrangers. Et ce sont ces maisons-là qui vont nous faire demain la guerre. Est-ce que vous n'avez pas vu dans les pays voisins? S'il vous plaît, je peux vous dire, tout Dubaï, les maisons ne sont pas quand même les maisons de l'État. Vous y avez été, vous le savez. Je dis ceci, alors, je vous pose une question. J'ai suivi les discours du président Robert Mugabe du Zimbabwe. En tout cas, il n'a rien parlé du Zimbabwe. Il a critiqué la vision. Est-ce que c'est un modèle? S'il vous plaît. Il a critiqué la vision de la communauté internationale par rapport à la recherche des résolutions dans les grandes crises. Rouhani de l'Iran, mêmement, il a parlé de cette communauté internationale. Comment pour vous, seulement le président devrait parler des problèmes de la RDC qu'on peut juger en interne, les ramener à l'ONU? Je vous réponds, Mathieu. Vous venez de prendre la parole tout à l'heure. Alors, là-dessus, je pense que, très sincèrement, peut-être ceux que vous avez cités sont très bien connus pour leur caractère quelque peu réfractaire vis-à-vis de tout ce qui se passe au niveau international. Cela est bien connu et je ne pense pas que ce soit en fait la pièce étalon à prendre pour pouvoir, n'est-ce pas, définir les choses. Mais moi, je pense très sincèrement que la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies est extrêmement mal choisie justement pour pouvoir traiter des problèmes vitaux et internes, n'est-ce pas, des États, particulièrement de notre pays, qui, comme il a si bien dit, est quand même dans une phase où il est en train de se redéfinir et de se réorienter. Donc je pense que cela intéresse peut-être très peu de savoir ce qui ne va pas chez nous. Par contre, déjà quand on connaît l'extrême acharnement qui est fait contre notre pays en termes d'image par les ONG internationales et par tout ce monde-là, qui en fait vendent toujours une très très mauvaise image du Congo vis-à-vis de la communauté internationale et même en Europe. Et quand vous rencontrez quelquefois les Européens, etc., ils ont l'impression qu'ici, c'est l'hécatombe, etc., c'est vraiment l'apocalypse. Donc, à un moment donné, lorsque le président de la République va là-bas, je pense qu'il est préférable pour lui de faire bonne politique et faire politiquement correct pour notre pays. Alors, pour répondre justement à votre question, je disais donc ici que le Congo aura beaucoup plus à gagner à présenter, comme le président de la République l'a fait, les véritables points centraux et les leviers que nous pouvons enclencher de concert avec la communauté internationale pour pouvoir en fait garantir un développement bancable en interne. C'est-à-dire, il a parlé de notre potentiel énergétique, il a parlé de notre potentiel en termes de forêt, etc., d'eau douce, etc. Donc je pense là-dessus que, mettant cela sur la table, eu égard aux véritables besoins majeurs de la population mondiale de demain, nous avons beaucoup à jouer, nos terres arables, etc. Et je pense que au niveau mondial, Congo est un discours à la hauteur. Oui, donc le Congo justement est le véritable rempart du monde de demain et notre potentiel est parfaitement en adéquation avec ces défis-là et nous avons tout à gagner si nous savons le mettre en valeur et l'exploiter. Vous allez conclure en une minute, votre conclusion. Ma conclusion est celle-ci. Nous ne sommes pas en problème, en conflit autour de la dynamique du chef de l'État à ramasser l'aréopage de ce que vaut le Congo du point de vue de sa vision et basée sur ses ressources. Ça, il n'y a pas un débat. Mais qu'à ce niveau-là, le discours devait circonscrire 3 dynamiques. Première dynamique, justement, cet aspect des choses, vendre le Congo, et c'est ça aussi la mission du discours. Deuxième approche, s'occuper des Congo, des questions internationales qui concernent la communauté internationale. Il l'a fait aussi, mais qui devait au même moment rassurer l'opinion. Parce qu'il y a aussi, ce discours s'adresse aussi à l'opinion nationale. Rassurer l'opinion que face aux enjeux futurs, par exemple, les élections dans mon pays, nous allons les faire dans telle échéance. Rassurer l'opinion internationale
qu'il y a des bruits. Parce que vous n'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, l'opposition était représentée aussi. Et que ces gens-là avaient besoin de réponses. Il ne faut pas croire qu'en disant non, il ne répond pas, vous connaissez le président, on a résolu le problème. Non, non. Il faut que prochainement, quand il prend la parole, qu'il tienne aussi compte des atouts de notre pays et des attentes de la population. Et on aura avancé. Mais à ce niveau, le discours a été bien. Le Congo n'est pas encore debout. Le Congo est plutôt à genoux. Et je pense que dans le futur, quand nous allons venir avec le président qui sera là, ou celui-ci, quand il va nous approcher, nous pourrons travailler parce que tout le monde en a besoin. Le Congo doit un instant, on conclut. Et on est en train de dire quelque chose de très important. Il faut relativiser lorsque dit. C'est à une minute, on conclut. C'est ce que je suis en train de dire. Lorsque vous dites les attentes de la population sont relatives. Hein, donc je ne sais pas sur quelle base cette population-là dont vous parlez avait besoin que le Kabila n'a pas de échéances. Je dis ceci. Le président quitte la RDC. Laisse une institution, la CENI, qui a un calendrier en place. Je me pose la question, est-ce que du haut de la tribune, Kabila allait donner d'autres échéances par rapport, en tant que légaliste, il est garant de la Constitution et les institutions, la CENI, il ne pouvait parler que du calendrier de l'institution nationale et avec le calendrier. Sous cet angle-là, je dis. Deuxièmement, et là je vais conclure, sur le plan, il y a un message très important sur la communauté internationale. Il y a quelques années, la RDC, l'armée nationale était, je ne sais pas comment on dit, mais au jour d'aujourd'hui, il a parlé du fait que notre armée contribue à la paix nationale. Et je parie qu'au jour d'aujourd'hui, dans les années à venir, que la RDC va jouer un grand rôle dans la lutte pour la paix, si pas le président lui-même. Communicateur de la diaspora, Guy Momat, merci d'être venu. Laurent Onyemba, acteur politique indépendant, également merci. Aigle Kalonji, vous êtes juriste, proche de la majorité, hein, un acteur politique. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Surtout, merci à vous qui étiez en train de nous suivre. Très bonne continuation sur votre chaîne.